Au-delà des crêtes de Saint-Florent, sur les collines de l'arrière-pays, d'imposantes ruines évoquent une époque à jamais révolue. Elles appartiennent à l'ancien couvent de Farinolles. En son temps, une vraie splendeur que le maquis digère doucement. Quelle tristesse, mes amis! Si vous aviez vu toute l'élégance de cette belle construction, toute la sérénité qui émanait autrefois de cet édifice, et de ses jardins aussi, de véritables havres de paix parfumés de senteurs exquises. C'était alors un vrai paradis terrestre qui se trouvait ici-bas, un endroit merveilleux entièrement dédié à la sagesse divine. Un Éden épatant, rythmé par les prières, la méditation, la félicité bienheureuse de ceux qui sont à l'abri de toute inquiétude, matérielle ou morale. Oh oui, mes amis, quel fabuleux endroit que ce domaine ecclésiastique au siècle passé. Quel dommage qu'il soit tout effondré. Il devait vraiment être superbe à l'époque. Ouais, ce couvent de Mariande a connu bien des péripéties très chères. Parce que certes, aujourd'hui, nous avons une ruine, mais tout d'abord, il y avait une ancienne ruine d'un village, ou plutôt d'un hameau, qui avait été complètement rasié par les barbaresques à la fin du XVIe siècle, en 1590. Et 20 ans plus tard, ce sont les moines qui vont ordonner la construction de ce couvent de Farinolles. Et oui, grâce aux dons et aux legs des habitants des villages voisins, de Barbadge, de Patrimoine et de Féringoulet. Et oui, t'imagines, les travaux ont commencé en 1611 et ont duré approximativement jusqu'en 1671. 60 ans de construction. Ah bah dis donc, il en aura fallu du temps. Féringoulet ne s'est pas construit en un jour. Ça alors. Et moi je trouve très émouvant de se retrouver devant cette façade. Eh oui, hein. Elle est magnifique. Ouais, et moi j'adore toutes ces façades des églises et des couvents. Et celle-ci est particulière parce qu'elle est composée de plusieurs roches, un local bien évidemment. Et là on a du schiste avec ses belles lauses, on a du mica-schiste, la pierre verte, ça serait plutôt de la serpentine. Et je vois que sur la façade on a des morceaux d'amiante. Et oui, et en plus sur les hauts des niches, on a des briquettes de terre cuite. Et tu vois, ces niches-là, probablement étaient dédiées à des saints, comme San Francesco, c'est un patron du couvent de Mariande. Bien sûr. Où je vois bien Santa Marie, la Vierge Marie. Et à gauche, là, je vois bien Saint-Joseph. Et à droite, Saint-Antoine du Cochon, hein, pas de Padoue. Du cochon. Tiens, cette grille n'était pas là à l'époque. Alors par contre, j'ai lu qu'en 1671, il n'y avait que 7 religieux qui vivaient là. Ah oui, à cette époque-ci, le couvent est bien plus petit que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et bien entendu, la communauté monastique va s'agrandir. Elle va passer de 7 moines à 20 moines. Et là, à partir de 1702, on reprend les travaux jusqu'en 1740. Et là, bien entendu, les moines sont plus nombreux. Il faut faire des extensions du couvent. Et bien là, ils vont se mettre à cultiver la terre. Ils vont planter des jardins, planter des oliviers pour faire de l'huile et planter de la vigne pour faire du bon vin. Et après? Et après, tout simplement, il y a la révolution qui arrive. Et bien entendu, les insurgés vont raser et détruire la majorité des couvents de Corse. Et Tu es sûr qu'on peut rentrer? les âmes des défunts ne t'en voudront pas.
reste par endroits des morceaux de stucco. Et le stuc. Ah, si dice il stucco. Stucco con il plattuare, vedi? Il Tintoretto, il Tiziano. Stucco veneziano. E poi une baguette, moi. Tiens. En fait, il a été complètement pillé. Malheureusement, la Révolution a été le prétexte à de nombreux pillages autorisés. Eh oui, c'est pas faux. Parce qu'on parle tout le temps des châteaux qui ont été détruits pendant la Révolution. Mais bon, ce sont bien les biens des églises qui ont le plus souffert. Regarde, toutes ces cathédrales, toutes ces abbayes, tous ces couvents aussi. En Corse, il y a eu plus d'une dizaine de couvents qui ont été complètement détruits après la Révolution. Ouais, ce sont les richesses des couvents qui ont été pillées. Parce que dans les couvents et dans les églises, il y avait de l'argent, tous ces objets ostentatoires, les tableaux. Et bien entendu, les églises et les couvents de Corse ont eu une double punition. Dans un premier temps, c'est la monarchie française. Parce que les moines qui vivaient dans les couvents, pour la majorité de ces moines, ils ont rejoint la cause de Pascal Paoli. Ce sont des rebelles. Et donc Marbeuf va se venger et il va ordonner l'abandon, voire la destruction complète de ces couvents qui ont servi à la cause corse. Et ensuite, il y a eu la deuxième vague, la Révolution française. Eh oui, mais c'est dommage. En même temps, une fois tous ces couvents détruits, la nature va reprendre ses droits. Regarde, il y a carrément un olivier qui pousse tout là-haut. Ouais. Et les plantes vont avoir raison de tout ça. Les affres de la Révolution française. Même loin de Paris et de son terrible tribunal révolutionnaire, les religieux furent traqués. Même ici, en Corse, où ces communautés bénéficiaient pourtant du soutien de la population. Mais c'était sans compter la jalousie, la convoitise. Enfin, oublions vite la nostalgie et intéressons-nous à ces étranges montagnes au relief tout taché. Quelle curiosité, n'est-ce pas? En réalité, ce sont des formations géologiques très particulières et très recherchées, car elles renferment un trésor inestimable. Oh oui, mes amis, je sens déjà monter en vous une certaine fièvre. La fièvre des mineurs, je crois. La pire de toutes, celle qui tourne l'esprit et conduit à la déraison. Prenez garde, la folie accompagne souvent les mineurs. Oh, joli. Je sens qu'ici, il y a du fer. Je n'ai pas encore trouvé le filon, et ça ne saurait tarder. Par là, il n'y a vraiment plus rien. Je pense que les Génois ont tout pris. Ah bon. Je pense qu'on va peut-être trouver quelques roches contenant du fer, même si les Génois ont exploité la mine pendant 300 ans. Hein. Tu te rends compte comme la roche est dure, là? À l'époque, pour creuser ces grottes, ils les creusaient au feu. C'est-à-dire qu'ils mettaient un énorme brasier à l'intérieur, et c'est la chaleur qui faisait éclater la roche. Et c'est qu'à partir de 1620 qu'on a commencé à utiliser la poudre noire pour extraire le minerai. Mais C'était oui. quand même une des premières fois en Europe.
Regarde, il y a encore des traces de fleurets. Ah oui, on les voit bien là-haut. Incroyable. Dire que c'est avec cet outil qu'il perçait la roche. La punte mazzetta. Bon, c'était très long, hein. Oui. 5 cm par jour. Une fois que la cavité était creusée, il remplissait de poudre noire. Ensuite, il bouchait, il mettait une mèche. Et là, paf, ça explosait. Et ainsi, il faisait exploser la roche pour Oui, chercher l'autre. le métal. Et plus tu descends dans les profondeurs de la terre, et plus la roche devient compacte et dure. Il n'y a pas que les Génois qui ont exploité la mine, hein. Il y a même les Français, au XVIIIe siècle, qui sont venus ici. Ils ont fait plein de galeries de prospection à travers toute la montagne. Mais là, tu cherches quoi? Un peu de pyrite ou d'hématite? Ah, bien mieux que ça. Viens. Regarde attentivement avec tes yeux. Quoi? Oh! C'est magique. C'est bien plus que du fer, c'est de la magnétite. Mhm. Ah, et tu as raison, le fer est contenu dans différentes roches sous forme d'oxyde. Donc tu as de l'hématite, de la pyrite, de la limonite et de la magnétite. Ce qui compte, c'est la teneur en oxyde de fer. Et la magnétite, elle, contient 60 à 70% d'oxyde de fer. Donc plus tu en ramasses, et plus tu la vends cher. Mhm. Et oui. Et bien entendu, tu vas retrouver la magnétite, mais encore même de l'hématite ici, hématite noire et hématite rouge. Mais celle-ci, c'est celle qui a le plus de valeur. Et bien entendu, les Grecs, comme les Égyptiens ou les Romains, vénéraient cette pierre qui repoussait toute négativité. On l'appelait aussi la pierre d'aimant et la pierre du Nord. C'est vraiment magique. La magnétite est magnétique. Mm. Et je présume que tu n'as rien trouvé. Pas grand-chose. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Je vais dégoter un petit. Mais alors, un tout petit minuscule octoèdre. Oh, Abedra Quadrada. Comme elle est belle. Waouh. Elle est toute noire et elle brille. Elle est même plus belle que la mienne. C'est joli, hein? Et ça, c'est génois. Ouais. Et où tu l'as trouvé? Et juste là au-dessus, derrière. T'es. Derrière. Ben voilà, c'est bien là. Exactement à cet endroit. Quoi? Dans la pote, ça? Mais juste là, sur le côté. Il doit y en avoir des milliards dans les profondeurs. Bah. Et de toute façon, pour devenir puissant, et pour avoir la gloire, eh bien, on est obligé d'effectuer un bel acte de bravoure. Eh, vas-y, je t'en prie. Mais allez, Paul, enfin! Ce n'est qu'une cavité rocheuse, rien de plus. Allez, un peu de courage. Paul, dis-toi qu'une véritable fortune t'attend au fond de ce trou, même pas profond. Quel froussard tu fais! J'en crois pas mes yeux. Bon, oublions ce passage et repartons à l'aventure. Car il reste encore bien des choses à découvrir dans ces montagnes isolées. Croyez-moi les amis, de véritables trésors se cachent par ici.
D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous cherchiez une grotte mystérieuse. Elle n'est plus très loin, il me semble. Mais il va vous falloir grimper un peu. Car si j'ai bonne mémoire, elle se trouve à l'aplomb d'un sommet, le long d'une barre rocheuse. D'ici là, regardez un peu ce que vous réserve la montagne. Vous savez, on dit souvent que le Cap Corse est une terre de marins. C'est vrai, mais pas que. Il fallait aussi des cultures pour nourrir les habitants, de la viande, de la laine, du lait et du fromage. Et si les marins habitaient les ports, le long du littoral, les petites communautés agro-pastorales vivaient sur les hauteurs de l'arrière-pays. Comme elle est jolie cette bergerie. Qui te dit que c'est une bergerie tout d'abord? Parce qu'il y a un cagile. Ah oui. Et il y avait autrefois des fromages, parce qu'aujourd'hui tout est abandonné. Bah oui. Malheureusement, puisque ici dans le Cap Corse, plutôt dans cette partie du Cap Corse, il y avait toute une grande communauté agro-pastorale qui vivait ici sur les hauteurs. Et bien sûr, beaucoup de bergeries de ce type. En tous les cas, celle-là est très originale, regarde. Elle est tout en longueur. Elle est belle, hein? Et elle doit être encore plus fantastique à l'intérieur. Pourquoi rechercher tant de luxe? Ça, c'est du luxe. Daghe, so bastore capigo cinco. Oh, dis, c'est drôle, ça fait vraiment comme un tunnel. Je vais faire de cette bergerie mon garde-manger. On est bien là, hein? Regarde, ils ont même mis des poutres pour consolider la toiture. Ouais. Elle est exceptionnelle, hein? Je vous l'avais dit, ces montagnes renferment bien des trésors. Mais la grotte que vous cherchez est bien plus énigmatique encore que ces belles bergeries. Elle renvoie à la genèse de toutes choses, à l'insondable mystère des origines, lorsque tout n'était que croyance et ésotérisme. C'est pas très bien dessiné tout ça, hein? Personnage cornu, ça va. C'est tout à fait incroyable. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse y avoir ici en Corse des peintures rupestres. Eh oui. Et est-ce que tu as bien dessiné le personnage le plus représentatif avec les grandes cornes? Oui, celui-là je l'ai fait. Bon, je trouve qu'il rend mieux en vrai. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Par contre, j'ai bien dessiné le filet, tu vois, qui est juste à côté de lui, là. Tac. Bon, celui-ci, celui qu'on voit le mieux, hein. Avec les grandes cornes, en plus, on voit bien le rouge, hein, de la fresque, hein, qui a été réalisée à base d'ocre rouge. Ce n'est que de l'hématite, une roche que l'on trouve dans cette région. Et il y a d'autres personnages. À gauche, il y a quelque chose avec 3 jambes. Et à droite, on a une espèce d'animal mystique à 6 pattes. Ouais. Incroyable quand même de voir ces peintures qui datent de l'âge du fer ou du bronze. Bon, en tous les cas, c'était 3000 ans avant Jésus-Christ. Ah ouais, c'est vieux tout ça, hein. Et les gens sont venus ici, quelques illustres peintres, quelques artistes, pour venir peindre dans ces grottes des scènes de la vie quotidienne. Ouais, pourquoi pas des religieux ou des chamans? Ou peut-être tout simplement des chasseurs ou des pêcheurs. Ouais. Mais tu vois, mon cher Paul, je pense vraiment que nous sommes devant un courant méditerranéen de l'époque. Parce que figure-toi qu'en Espagne, j'en ai vu qui ressemblaient exactement à ça. Oui, il y en a un petit peu partout, hein. Moi aussi, j'en ai vu, hein. J'en ai vu dans les Baléares, en Italie, en Sardaigne surtout. Ce sont les mêmes symboles, les mêmes signes qu'ici à Grottascrite. Les petits bonhommes symboliques, ceux-là, on voit bien ce que c'est. Mais par contre, comme tu disais, il y a des sortes de créatures avec plusieurs pattes. Je ne sais pas si c'est des animaux ou c'est peut-être des cavaliers. Les cavaliers, ouais, c'est une hypothèse, mais bon, je ne suis pas si sûr, hein. Moi, j'opterais plutôt que ces fresques représenteraient, on va dire, des animaux mythiques, mi-hommes, mi-bestiaux, mais pas des êtres humains.
C'est vrai que ça ressemble pas trop à des êtres humains. En tous les cas, c'est vraiment de l'art schématique. Mais même en schématisant, je pense pas qu'on dessinerait des humains de cette façon. Ben non, moi je dirais que tout simplement, ça c'est une œuvre chamanique. Mais alors, admettons que ce soit du chamanisme. Alors on pourrait dire que tous ces peuples qui viennent de Provence, d'Italie ou d'Espagne avaient plus ou moins adopté la même religion. Alors, c'est vrai que ce sont les mêmes images, mais il est dit que les discours sont quelque peu différents. Bon là, je suis pas d'accord. Parce que si ce sont les mêmes dessins, c'est que forcément, ces personnes se connaissaient. Ou alors qu'elles avaient eu la même inspiration artistique. Oui, mais là, les scientifiques n'ont pas osé aller jusque-là, parce que les scientifiques, il leur faut des preuves, et comme ils ont de la rigueur et des preuves, ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas dire que ces signes et ces symboles soient les mêmes partout et ont été réalisés par les mêmes artistes. Prends par exemple les chapelles à fresques. Ouais. Toutes les fresques sont faites plus ou moins de la même façon. En tous les cas, elles illustrent toutes le même discours. Et pourquoi ? Bien parce que ce sont des moines qui sont issus du même ordre qui les ont faites, tout simplement. Alors admettons que ce soit du chamanisme, eh bien, on pourrait penser que ces chamans circulaient en Méditerranée et ils apportaient la bonne parole à toutes les populations qu'ils rencontraient. D'autant plus qu'à l'âge de bronze, on a des navires qui sillonnent les mers, qui sont chargés de métaux et aussi chargés d'armes. Et là, ils vont faire du troc, ils vont aller de communauté en communauté et bien entendu, vont commercer à travers toute la Méditerranée, oui. Les hommes avaient les mêmes armes et les mêmes armures. Et ils échangeaient aussi les mêmes denrées, puisque tu avais le blé, tu avais les étoffes, le bois. Et bon, évidemment, les Phéniciens, eux, c'était les maîtres incontestés du commerce en Méditerranée. Mais il y avait quand même des petites embarcations qui faisaient les liaisons entre ces différentes provinces d'Italie ou d'Espagne. Et on peut penser que les chamans profitaient de ce commerce pour circuler. Ben oui, rien n'empêchait les chamans de passer d'une communauté à une autre communauté en réalisant ces superbes fresques à travers la Méditerranée. Tu te rends compte qu'on est peut-être en présence d'un des premiers courants religieux, peut-être même antérieurs aux religions de l'Antiquité. Ouais, mais moi je dis que les premières religions devaient être les religions animistes, tu vois, comme tu as la grotte de Lascaux ou la grotte de Cosquer dans les Calanques de Marseille, alors, où tu as toutes ces grottes qui sont ornées de représentations d'animaux un petit peu partout. Et là, c'est complètement différent, puisqu'on a des signes et des symboles assez étranges, difficiles à interpréter. On pourrait même penser à des signes kabbalistiques. Et moi, c'est pour ça que je dis que c'est du chamanisme. Parce que les chamans sont associés à un monde parallèle et surtout à un monde de l'esprit inconnu. Bon, en tous les cas, ça parle bien de spiritualité quand même. Oui, mais les chamans sont plus des sorciers que des prêtres. Parce que les chamans vont voyager par la transe, ils vont aller dans un monde parallèle, alors que les prêtres, eux, ne voyagent pas, ils vont enseigner la parole divine. Et le chaman, lui, il connaît tous les secrets de la nature, il vit vraiment en contact de tout ce monde naturel, il sait aussi soigner les malades, et en même temps, chez nous en Corse, tu as les matières, ils sont des chamans. Et ce ne sont pas des prêtres, ce n'est pas la même chose. Bon, en tous les cas, on dit bien que les religions s'inspiraient du chamanisme ancien. Mais le discours sur la vision du monde n'était pas exactement le même. Parce que la religion, elle, parle plutôt de la mort et de l'au-delà, alors que le chamanisme, lui, parle surtout des esprits qui nous entourent. Les bons esprits. Quant à ce personnage cornu, il apparaît souvent dans mes songes. Ça, c'est mauvais présage. Bien trop souvent. Sache, mon cher Paul, que la représentation d'un être cornu, mi-homme, mi-animal, figure déjà dans certaines grottes ornées du Paléolithique. En Ariège, par exemple. En son temps, l'abbé Breuil évoquait lui aussi une sorte de grand magicien. Mais il est possible qu'il s'agisse en réalité d'une divinité ancienne, à l'origine du Minotaure, du dieu Pan et plus tard du diable. Car l'union de l'homme et de la bête véhicule quelque chose d'effrayant. Une nature profondément inhumaine. Dieu seul connaît les rites et les cérémonies terrifiantes qui se sont déroulées en ces lieux, aux âges primitifs de l'humanité,
Et de vous à moi, mes amis, il vaut peut-être mieux ne pas savoir. Si la société Cap Corcine est décrite avant tout comme une société de marins, de marchands, de voyageurs, une de ses composantes essentielles demeurait attachée au terroir et prenait source dans les étroites vallées qui sillonnent l'intérieur du pays. Car la majorité de ces gens étaient sédentaires et vivaient des productions locales. Bien sûr, le pays est très montagneux et ses vallées sont courtes et resserrées. Mais on y trouvait autrefois tous les éléments indispensables à la vie des communautés, à commencer par ces moulins à eau près des torrents qui permettaient la production de farine et d'huile d'olive pour l'alimentation. Le moulin d'Oliastro se trouve toujours dans un état de conservation exceptionnel, parce que ses propriétaires en ont fait une sorte de musée dédié au mode de vie d'antan. À l'intérieur du bâtiment, on découvre ainsi toutes sortes d'objets utiles à la vie d'autrefois. Les scies des bûcherons, les outils des forgerons et bien d'autres ustensiles, machines ou instruments qui permettaient à une multitude de métiers d'exercer. On y découvre tout le savoir-faire de ces communautés capcorcines. On est vraiment dans la caverne d'Ali Baba ici. Génie, génie. Enfin, Paul, c'est pas une lampe, c'est une cafetière. Ah, c'est pareil. Hein. Ça marche. Regarde un peu ce petit bijou. Ça, c'est une tara. Séparateur de grains. Et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Il est magnifique, gars. C'est rare d'en voir si bien conservé. Hein. Tu vois, c'était très simple. Tu mettais le blé avec les épis. Grâce à ce petit levier, ben, tu faisais descendre petit à petit. Et ensuite, tu actionnais la manivelle et ça fait du vent, un peu comme dans une algue. Et ça servait à séparer le grain de son enveloppe. Après, tu récupérais tout en dessous. Tu le fais si bien que tu pourrais rester des jours et des jours à séparer le grain. C'est magnifique. En tout cas, ici, on trouve de tout. En même temps, c'est normal, c'est là où la communauté villageoise se réunissait. Tu as vu la grande jarre? Ouais, elle est belle, hein? Non, mais mettez quoi, l'huile d'olive dedans? Ouais, ou d'autres produits. Tu peux mettre même du grain. Enfin, ben, attends, il y a quelque chose dedans. Isa. Ah non, et bio. Hop là. Et moi, ce que j'aime le plus dans ces moulins, c'est ce travail d'artisan, là. Tu vois, tout ce système d'engrenage en bois. C'est extraordinaire. Ah, hein. c'est magnifique, ouais. Ah oui. Et tout ce système fonctionnait avec la force de l'eau. Tu as la rivière à côté, donc la rivière était détournée par un canal. Tu avais le conduit qui arrivait, qui plongeait en dessous. En dessous le moulin, tu avais les roues qui actionnaient les meules. Hein. Et ici, ben, on positionnait soit des grains, du blé, hein, ou alors, ici, on mettait des olives. Et là, on concassait les deux productions. Et tu sais qu'à l'époque, il fallait mieux acheter le blé et le moudre plutôt que d'acheter de la farine, parce que c'était plus cher. Ah oui. Et ici, ben, j'imagine que tout ce qui arrivait dans ce moulin, ça devait être des productions locales, parce que dans le Cap, on faisait tout. Tu avais des plantations d'oliviers, tu avais des plantations de blé, de châtaigniers aussi. Eh oui, c'était la vie d'antan. Ça, C'est quoi ça? on a goûté. Ah. Et là, regarde, le scourtin. Et là, tu mettais la pâte d'olive à l'intérieur de ce scourtin réalisé avec des produits végétaux, en l'occurrence du jonc bien tressé. Et là, tu plaçais ta pâte d'olive à l'intérieur. Et là, tu prenais ton beau scourtin et tu le mettais au pressoir, bien empilé. Et ensuite, tu pressais tout ça.
Et là, tu récupérais La bonne huile d'olive. la bonne huile d'olive. Et là, avec la force des bras, eh ben, tu pressais, tu vois tout l'engrenage. Il fallait des muscles, hein, je te l'ai dit. Ouais, en fait, c'était un peu plus simple quand même. Regarde, tu utilisais la chaîne et ça décuplait tes forces. Tu as besoin d'un doigt. Ah, oui, évidemment. Bon, comme il fallait faire un peu d'exercice physique, tu vois. Et ouais, moi j'aime bien ces bâtisses. Hein. On trouve de tout, c'est extraordinaire. On dirait un musée. Génie. Il faudrait que pour Polo, tu exauces un souhait. Bon, admettons que ça fonctionne. Tu ferais quoi, toi, comme vœu? Devenir meunier. Sur ces terres du Cap Corse, une autre richesse a longtemps nourri les populations. Une richesse minière qui employait au milieu du XXe siècle plus de 300 ouvriers. C'est l'amiante, un minéral connu depuis la plus haute antiquité, très utilisé dans l'industrie en raison de ses propriétés calorifuges et isolants. À Canary, la mine est en fait une carrière à ciel ouvert. Exploitée depuis la préhistoire, car la fibre d'amiante, mélangée à l'argile, donne une céramique très résistante au feu. Au début du XXe siècle, l'amiante est incorporée à toutes sortes de matériaux, carton, étoupe, mortier, ciment, dans le but de rendre ces produits inifugés, c'est-à-dire incombustibles. La demande mondiale d'amiante explose et de très nombreuses carrières et mines sont intensément exploitées sur tous les continents. Canary devient le premier centre d'exploitation d'amiante en France. La production s'envole, mais le gisement s'épuise. En 1965, la baisse drastique des rendements conduit l'entreprise propriétaire de la mine à déposer le bilan. Il reste de cette aventure industrielle des bâtiments désaffectés, dressés au milieu d'un paysage quasi lunaire, presque apocalyptique. Car au total, ce sont plus de 300 000 tonnes de fibres qui ont été extraites de la roche, plus de 10 millions de tonnes de rochers de la montagne. Le cratère est impressionnant, avec ses flancs gradins s'enfonçant sous terre, à l'image d'une vaste cheminée volcanique. Car il faut savoir que les fibres d'amiante ne sont accessibles qu'après avoir concassé la roche. Il faut ensuite chauffer les fragments de roche dans des fours de dessiccation pour séparer la fibre des autres minéraux. Cela se trouvait jadis dans les bâtiments, en bas de la carrière. Il fallait ainsi 100 kg de rochers concassés pour obtenir environ 3 kg de fibres d'amiante, prêtes à être ensachées et transportées vers le port de Bastia. Les 97 kilos de débris restants étaient rejetés à la mer, en contrebas de la carrière. L'exploitation de l'amiante a fourni du travail aux populations locales pendant quelques décennies. Mais son impact sur la santé et l'environnement fut désastreux. Fort heureusement, l'économie du Cap Corse ne se résume pas à cette seule aventure industrielle. Non, il existe bien d'autres richesses dans le pays. De véritables petits trésors qui ont su faire la fortune de leurs exploitants sans affecter leur santé. On pourrait évoquer le vin blanc, les spiritueux ou encore l'oignon de Cisco. Mais une des plus belles aventures capcorcines des siècles passés fut sans conteste la production du cédrat. Une expérience incroyable qui a fait de la Corse le premier producteur mondial à la fin du XIXe siècle. Comme ça sent bon par ici. J'adore ce parfum. Ça, c'est l'effet des agrumes. C'est tellement parfumé et enivrant à la fois que ça pique même les yeux. Ouais. En même temps, le cédrat,
C'est avant toute chose un vieux citron antique, voire même préhistorique. Hein. C'est vrai que le cédrat, c'est comme le citron, c'est un agrume. Hein. Ouais. Par contre, lui, regarde, il a une écorce très très épaisse et rugueuse. Et il sent le cèdre. C'est pour ça qu'on l'appelle le cédrat. Ouais, et il a une peau rustique, comme nous. Et tu sais que l'origine du cédrat est très vieille. Le cédrat prend toutes ses origines dans le sud-est de l'Himalaya. Et c'est Alexandre le Grand qui va le découvrir, qui va l'importer en Perse. Et de la Perse, il va se répandre dans toute la Méditerranée. Et au IIIe siècle, il va arriver en Corse par les Grecs et les Phéniciens. Et là, il va prendre tout son essor dans les montagnes, notamment dans le Cap Corse. Et là, comme il va vivre ici en vase clos, il ne va pas être croisé avec d'autres espèces de cédrat, eh bien on peut dire qu'il a des particularités. C'est vrai. Dans tous les cas, il sent très bon. Ouais. Tu sais que pendant très longtemps, le cédrat corse a été une source de revenus très importante, surtout à la fin du XIXe siècle. Eh oui. Il y a des fruits qui sont vraiment énormes. Ah là, ils sont magnifiques. Hein. Ah, on en rencontre toujours des beaux cédrats ici, hein, dans le Cap Corse. Alors imagine à l'époque, hein, tu remontes le passé et tu imagines ici à une centaine d'années en arrière. Il y avait entre Barrette, Aliénonza, des milliers de cédratiers qui occupaient toutes les terrasses. Il me semble avoir entendu qu'il y avait entre 1200 et 1400 hectares de cédratiers. C'est énorme. Eh oui, mais à cette époque, en 1890, la Corse devient le premier producteur et exportateur du cédrat au monde. Et les cédrats corses sont considérés comme les meilleurs sur toute la planète. C'est vrai. Et regarde, ils sont magnifiques. Ils sont chargés. Hein. Ah oui. Regarde comme il est beau celui-là, il est bien régulier. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, la Corse, du moins la vigne, avait subi le phylloxéra dans les années 1880. Eh oui. Et les viticulteurs s'étaient naturellement tournés vers le cédrat. Et en Corse, et notamment dans le Cap Corse, on a coupé la vigne pour planter des cédratiers. Eh oui. Et entre 1890 et 1900, le cédrat va faire la richesse de certains Cap-Corsins. Le cédrat va être exporté un petit peu partout dans le monde, en Angleterre aussi, mais encore à Porto Rico, où vit une importante population de Corses. Et là, il y en a qui vont s'enrichir. Oui. C'est surtout le petit malin qui a décidé d'en planter partout. Eh oui. C'est vrai, de la Grèce et jusqu'à Porto Rico, énormément. Hein. Et là, le marché du cédrat a pris une ampleur phénoménale. Et en Corse, le marché s'est littéralement effondré. Eh oui. Et puis, tu rajoutes ça à la Première Guerre mondiale, 14-18. Ouh là là. Et là, c'est l'effondrement total. C'est catastrophe pour la Corse et bien entendu, Porto Rico va devenir le premier producteur et exportateur du cédrat au monde, malheureusement. Et en Corse, on va couper les cédratiers pour replanter de la vigne. Eh oui. Mais bon, heureusement qu'il nous reste tous ces jolis petits vergers pour notre consommation personnelle. Eh oui, et heureusement qu'il y a quelques irréductibles qui ont réussi à conserver ce cédrat unique, très parfumé, avec un parfum acidulé qui me donne une idée de génie. Créer une gamme de parfums, gamme féminine et masculine, à base de cédrat mélangé avec du pamplemousse aussi, des citrons. C'est une super idée ça. Comment on pourrait l'appeler? Ça c'est déjà pensé, Alimea pour les femmes et Alimeo pour les hommes. J'adore l'idée. Oh, tu sais quoi? On pourrait créer un parfum, un flacon, exactement comme le fruit. Tu vois, la même couleur, la même forme, avec le petit bitonio là. Oh. Oui, mais bon, ça, je l'avais déjà pensé. Et comme tu l'expliques de cette façon, je trouve que c'est pas mal. En même temps, j'ai un grand nez et en même temps, je suis un grand parfumeur. Je vois trop bien. Le petit flacon. Les dames, elles feraient pipi. Allez, le brevet est déjà déposé. Allez, bam. Le choix est difficile. Je ne sais pas lequel trancher, si ce n'est que je crois que je vais choisir le premier. Tu ferais mieux de t'intéresser au cédrat plutôt que de te balancer. Hein. Je m'intéresse au cédrat. Regarde, j'ai d'ailleurs là une magnifique main de Bouddha. C'est rigolo comme fruit. Hein. On dirait qu'il a comme des doigts.
Et celui-là, tu ne le trancheras pas. Bien évidemment, je ne vais pas trancher notre ancêtre. Enfin, Et c'est vrai que c'est l'ancêtre du cédra. Hein. Et c'est ce même genre de fruit qu'on a retrouvé sur les pentes de l'Himalaya. et oui, et comme tu le sais, le cédra est très rustique avec une peau assez rude. Et comme cela, il n'est pas consommable. Il faut le transformer pour le manger. Alors bien sûr, c'est un bel agrume hein, avec cette peau assez rustique. Tu peux utiliser en fait le zeste. Hein, le zeste, c'est la pellicule extérieure. Là, tu peux le râper hein, sur un plat de pâtes ou même du poisson. Mais avant toute chose, il faut l'ouvrir. Alors, comme ça, on voit un petit peu la forme du cédra. Hein. Hop, regarde, à l'intérieur, tu as une sorte de pulpe. Il n'y a presque pas de jus, hein, pour ainsi dire. Un petit peu, quelques graines, mais tu vois, très peu. Et après, tu as cette partie intérieure, toute blanche, qu'on appelle l'albédo. Et c'est ça que l'on va utiliser. Donc il faudra couper plus ou moins la pellicule supérieure. On fait des petites tranches fines qu'on récupère. Hein, tu vois, ça, on les récupère pour râper, justement. Là, tu dégages un petit peu l'intérieur du cédra, de la liméo, et tu auras cette partie blanche qui sera ensuite transformée. Par contre, tu peux la manger crue, tu vois. Tu peux couper des tranches très fines, et ça, c'est un goût très amer. Il y a de l'amertume, hein. Mais c'est très bon pour la santé. Hein. Ça pique. Et tu fais plein de petites tranches. Mais bien entendu, comme le cédra est très amer, on va le tremper dans l'eau pour enlever cette amertume. Donc les cédras vont être récoltés, vont être trempés parfois dans les lavoirs quelques heures, et ensuite il sera moins amer. Et après, tu coupes, tu dégages en fait toute cette pseudo-pulpe avec les graines. Ça, tu la jettes, hein, tu n'en as pas besoin. Tu vois, moi, j'ai fait ça un peu de manière barbare, mais bon. Hop, ça le fait. Je dégage la pulpe et ensuite, je vais trancher. Donc, je vais trancher les morceaux qu'ensuite tu pourras faire confire. Donc ça fait de belles tranches. Allez. Voilà. Allez, tiens. Tu vois. Donc ça, c'est une belle planche. Ouais. Et puis, Le confit. ouais. Comme c'est bon. Tu sais qu'on fait de délicieuses recettes avec le cédra. Comment? Ça s'accorde très bien avec le poisson. On fait un tagine de poisson. On fait des cakes. Même des tiramisu. Moi, j'aime moins le tiramisu. Hein. Tiramisu au cédra. Je te laisse déguster. Moi, je vais reprendre mon hamac. Fais attention, parce que le hamac, c'est un peu dangereux. Hein. J'aime ça. Oh, la manouche de Bouddha. C'est à moi. J'ai toujours eu du mal dans les hamacs. C'est une question de stabilité et de poids. Encore plus parfumé que les autres. C'est joli. C'est à moi. T'as vu quand c'est confit, c'est transparent. C'est joli. Hein. J'adore. Bon, eh bien je vous laisse à vos badinages sur ce hamac. Et je m'en vais de ce pas rejoindre une des cimes de ce Cap Corse, à propos de laquelle on m'a conté une bien étrange histoire. Oui,
Figurez-vous que sur l'un des pitons isolés de cette abrupte montagne se dresse une tour mystérieuse que les gens d'ici nomment la tour de Sénèque. Quelle étrangeté, n'est-ce pas ? C'est assurément un lieu reclus, éloigné de tout. Un véritable nid d'aigle que l'on atteint après une ascension bien difficile. Et la légende voudrait que cette tour ait servi de prison à l'illustre philosophe et sénateur romain lors de son exil en Corse. La chose paraît improbable. Pourtant, Sénèque fut bien exilé en Corse en 41, après avoir été compromis dans une sombre histoire de mœurs et chassé de Rome à l'instigation de l'impératrice Messaline. Il passa 7 ans en exil, avant d'être autorisé à rentrer à Rome, où il devint sénateur, puis préfet. Aucun texte ne mentionne son lieu de résidence dans l'île. Les seules traces de son séjour insulaire se trouvent dans le nom de cette tour. Et dans une autre fable, tout aussi étonnante, qui raconte que l'homme aurait attenté à la vertu d'une bergère, avant d'être puni et roulé nu dans un buisson d'orties. Une variété d'ortie locale, qui porte désormais son nom, l'Urtica di Seneca. Quel pays incroyable quand on y songe, toujours à la croisée des mirages et des légendes. Cela est bien sûr dû à la force de la tradition orale, plus présente ici qu'ailleurs, mais aussi aux rêveries qu'inspire cette terre d'aventure, ce morceau de montagne esselé au milieu des flots. Ah, je vais prier notre bon Dieu Saint-Érasme afin que notre aventure soit clémente. Saint-Érasme, le patron des marins, tu veux dire? Oui, mais aussi le saint patron du Cap Corse. C'est vrai que dans le Cap Corse, il y a plus de marins que de bergers. Ah, quand même, il y avait autrefois quelques bergers qui vivaient dans ces montagnes. Mais les bergers, ils étaient plus ou moins pauvres. Alors que c'est sûr que les habitants qui vivaient sur le littoral, eux, ils étaient plus riches parce qu'ils commerçaient à travers la Méditerranée. Et le Cap Corse est de pure tradition une terre de marins et aussi d'armateurs. Et donc ces gens-là ont fait fortune avec la mer. Et Saint-Érasme, en Corse, on l'appelle Sant'Eramo. Et Saint-Érasme est devenu le saint patron des marins grâce à un prodige. Eh oui. En français, on l'appelle Saint-Elme. Et figure-toi qu'il était évêque. Et un jour, alors qu'il était parti pêcher avec toute une troupe de fidèles, il s'est retrouvé pris dans une espèce d'énorme tempête. Un orage gigantesque et des éclairs qui frappaient de tous les côtés. Tout le monde avait très très peur et commençait à se regrouper. Mais lui, par contre, il était bien tranquille, serein, parce qu'au-dessus de lui, le ciel était bleu. Il était miraculeusement épargné. Et c'est pour ça que les marins ont donné le nom de feu de Saint-Elme aux aigrettes lumineuses qui voient, tu sais, tout en haut des mâts de leur navire la nuit. Et ça, les aigrettes lumineuses, comme tu le dis si bien, ce ne sont autres que des manifestations de champs magnétiques, en fait, de l'écume des vagues. Et ces manifestations-là sont envoyées sur Terre par les célèbres Castor et Pollux, des frères jumeaux, des dieux jumeaux, qui ne sont, bien entendu, que des constellations. Donc tu veux dire que ma légende sur Saint-Érasme, en fait, c'est vraiment une légende? Non, je n'ai pas dit ça. Je disais juste qu'à l'époque, on croyait à ces dieux frères jumeaux, à l'époque romaine. Et en même temps, la religion chrétienne a copié la religion païenne. Ça n'empêche pas l'évêque de pécher. Et c'est vrai que bien souvent, il y avait les mythes antiques qui rejoignaient la religion chrétienne. Comme quoi les mythes traversent les siècles et les religions. Oh oui, Karine. Les mythes traversent les siècles et les religions.
Peut-être parce qu'ils font partie d'une histoire commune et appartiennent à tout le monde. Ils nous parlent d'universalité, se penchent sur les grands mystères de la vie et de la mort, sans jamais verser dans l'explication rationnelle ou démonstrative. Non, les mythes conservent toujours une dimension immatérielle et nourrissent l'imagination. C'est leur rôle d'ailleurs. Et lorsqu'on se trouve sur ce rocher nu, face à la mer éperdue, cet inconnu qui miroite jusqu'à l'horizon, on se sent l'âme d'un poète, d'un voyageur. On sent monter en soi le désir incompressible de la liberté, de l'aventure ultime. En un mot, on se sent Cap-Corsin, attaché à une terre que l'on chérit et que l'on nourrira à ses vieux jours, de toutes les richesses parcourues, toutes les expériences vécues et ses rêves de grandeur qui forgent les destins exceptionnels.